Après sa bande dessinée à succès sur les algues vertes, Inès Léraud est de retour. Elle a enquêté sur les conséquences humaines et environnementales du remembrement qui, à partir des années 1940 en France, a conduit à un exode massif des paysans. La journaliste d'investigation est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Inès Léraud, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Votre BD a pour titre Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, avec Pierre Van Hove au dessin. C'était déjà lui pour votre précédente enquête. Édition Delcourt. Et à vos côtés, Léandre Mandard qui a participé à ce projet en tant que conseiller historique de la BD. Bienvenue à vous également, Léandre Mandard. Inès Léraud, question toute simple pour commencer. Qu'est-ce que le remembrement ? Alors le remembrement, c'est une politique foncière qui s'appuie sur une loi de 1941, une loi vichiste, et qui va déployer l'agriculture intensive en France après-guerre, notamment avec l'aide américaine, le plan Marshall. On va agrandir les parcelles agricoles, on va les regrouper autour des fermes, parce qu'à cette époque, elles sont dispersées dans la campagne. On va intensifier... Tout ce réaménagement foncier va permettre de cultiver les terres avec des machines. Avec des grandes surfaces, avec les tracteurs. Donc, on détruit quoi ? Les arbres ? Alors, on détruit les arbres, on détruit les haies, on rectifie les rivières, on les fait aller tout droit quand elles sont les rivières auparavant en méandre pour gagner en surface cultivable. Et il faut bien comprendre qu'en fait c'est une loi très autoritaire, la loi sur le remembrement, et que ça outrepasse la propriété privée, que les propriétaires de ces parcelles, les paysans, n'ont pas le droit de regard en fait. Ils n'ont pas eu leur mot à dire, vous voulez. Exactement. Pourquoi cette politique à l'époque ? Alors, elle a été présentée comme une manière d'améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des agriculteurs et agricultrices, parce que ça permettait de faire aussi des nouveaux chemins, par exemple. Mais in fine, finalement, l'objectif, c'est quand même de motoriser l'agriculture française et de libérer des bras, en fait, pour alimenter les usines et, in fine, intensifier l'agriculture française pour la mettre au service de l'expansion industrielle. C'est très clair, notamment à partir des années 60, avec des lois d'orientation agricole qui vont d'ailleurs accélérer le remembrement en 60-62 sous De Gaulle et son ministre Edgar Pisani. Et accélérer aussi l'industrialisation de l'agriculture et l'agriculture intensive. Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est quand même vraiment de mettre l'agriculture au service de l'industrie française, donc de fournir les chaînes des usines avec des anciens paysans, de faire que le budget alloué à l'alimentation par les Français soit réduit afin qu'ils puissent acheter des produits manufacturés et surtout que l'agriculture soit consommatrice de produits industriels, de tracteurs, de pesticides, de chimie, et qu'elle fournisse des produits bruts, donc par exemple plus du beurre mais du lait, aux chaînes des usines. Alors, il y a un point névralgique dans votre BD, c'est qu'elle met à mal le récit officiel d'une agriculture française d'après-guerre qui aurait réussi à nourrir la France. L'idée, c'était de nourrir tout un pays. En quoi est-ce un peu un mythe ? Ça a été vrai, on va dire, pendant quelques années ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu des grands récits qui présentaient une sorte de success story de l'agriculture française où les agriculteurs se seraient auto-organisés pour se sortir de la misère, nourrir la France et autosuffisance alimentaire, devenir une puissance agricole. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a du rationnement en France jusqu'en 49, mais dès les années 50, on a des crises de surproduction, notamment pour ce qui concerne le lait. On a aussi des surplus en céréales dès 51. Donc finalement... le but affiché et le but réel de ces politiques-là, ça va être ensuite de faire de la France une puissance exportatrice de denrées agricoles. Et dès les années 70, la France va devenir le deuxième pays exportateur de denrées agricoles après les États-Unis. Donc c'est une transition très rapide. Ouais. Inès Léraud, il y a quelque chose qui ressort aussi, c'est que l'histoire officielle, outre ce fait de l'autosuffisance alimentaire, que vous démystifiez quelque part, il y a aussi la question des vaincus, de celles et ceux qui ont résisté, de la violence aussi, notamment un homme qu'on interne en psychiatrie. Oui, il y a un volet psychiatrique important dans cette histoire. C'est vrai que nous, on a voulu écrire cette histoire qui n'avait pas été encore écrite par le bas, faire aussi l'histoire des vaincus. Elle avait été écrite que par les vainqueurs jusque-là. Et Gildas Lecohen, on peut dire son nom à cet homme qui a été interné en 1978. Voilà, c'est une histoire violente. Il y a des gens qui vont être internés en psychiatrie de gré ou de force, donc des personnes qui vont vraiment tellement se battre et souffrir de perdre
perdre leurs terres, qu'elles vont atterrir dans les hôpitaux psychiatriques, mais aussi des opposants au remembrement qui vont être internés de force. En effet, Gildas Lequent, dans les années 70, on a réussi à reconstituer son histoire. Ouais, vous avez réalisé une enquête sur les algues vertes. Effectivement, il y a un lien aussi là. Il y a des dégâts sur l'environnement. Vous avez parlé de cours d'eau que l'on déviait notamment. On les mesure encore aujourd'hui, ces effets sur l'environnement? Ah oui, les effets sont dramatiques. Les alertes des scientifiques sont lancées depuis la fin des années 60, en fait, parce que tout ce bocage, il faut bien comprendre que c'est une forêt linéaire, notamment dans le nord de la France, que c'est un endroit très riche en biodiversité, ce bocage, donc ces arbres et ces haies, hébergent toute une faune prédatrice qui empêche les maladies et les ravages dans les cultures. Les arbres avec des grandes racines peuvent fracturer la roche souterraine, permettre de réalimenter les nappes phréatiques. Ça a déséquilibré totalement les écosystèmes. Exactement. Ouais. Pourquoi l'histoire enfouie? Enfouie parce qu'il y a eu... quasiment pas de livres qui ont vraiment exploré cette histoire. Aucun livre historique ni sociologique, technique mais pas sociologique. On ne parle pas d'exode rural, par exemple. Alors, il y a eu d'autres travaux sur l'exode rural, mais sur le remembrement spécifiquement, il y a eu parfois quand même quelques thèses ou quelques études, mais qui avaient une diffusion très, très limitée. Et de manière générale, c'était plutôt des géographes qui ont étudié le sujet dans les années 60-70 et qui avaient une vision très aménagiste, pro-remembrement finalement, et qui ne s'intéressaient pas à toutes les souffrances et les résistances. Au plan social, vous dites le plus grand plan social du XXe siècle en France, tout simplement. Oui, tout à fait. En fait, il y avait 6 millions d'agriculteurs au sortir de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui ils sont 400 000, ils seront bientôt 200 000. Donc c'est même l'autosuffisance de notre nation qui peut être en péril. En fait. Où a été exercé ce remembrement? En Bretagne essentiellement? Alors ce remembrement, il a été essentiellement exercé dans la moitié nord de la France, des Ardennes au Limousin en passant par la Normandie et la Bretagne, mais il a aussi été exercé dans une moindre mesure dans le sud de la France. Ce qui ressort aussi dans cette BD, je m'adresse peut-être plus à la dimension historique, c'était à un moment donné aussi, mais peut-être plus en amont, de calquer l'Allemagne pour devenir une puissance agricole. L'Allemagne avait déjà fait cela? Oui, effectivement. Alors c'est pour ça, c'est pas pour rien que c'est une loi de 1941. Donc c'est une loi de Vichy élaborée sous l'occupation. Et là, il y avait une injonction de l'occupant nazi à produire davantage pour nourrir l'Europe allemande finalement. Et par ailleurs, l'Allemagne avait été largement remembrée déjà depuis le 19e siècle et notamment sous le Troisième Reich. Et du coup, et par ailleurs, il y avait un certain nombre de technocrates aussi français, des ingénieurs du génie rural, qui ont vu dans Vichy, dans le régime de Vichy, une opportunité pour faire advenir ces projets modernisateurs. Et que sont devenus les paysans bretons, par exemple? Ils ont dû quitter leurs terres pour migrer vers Paris, notamment, vers les grandes villes? Vers les banlieues des grandes villes, en effet. Et on les a retrouvés beaucoup dans les usines, par exemple, Citroën, de la banlieue de Rennes, et puis dans la banlieue parisienne. Vous disiez tout à l'heure la résistance occultée. On a du mal. Pourquoi elle a été autant occultée? Cette résistance, alors peut-être parce que justement c'était une loi vichiste, et puis aussi parce qu'en fait, faut se rendre compte que en France, l'État français est très centraliste et on parle peu des zones rurales. En fait, c'est des zones qui sont peu étudiées, à qui on donne peu la parole, et finalement leur histoire est en train d'être écrite là maintenant. Vous avez donné la parole d'ailleurs aux deux camps. Vous êtes aussi allé à la rencontre de personnes localement qui sont pour ce remembrement. Bien sûr, ouais. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, ça fait quand même l'unanimité sur le fait que ça a été un désastre, qu'on est allé beaucoup trop loin et dans ce remembrement, les arasements de bocage et aussi dans le côté antidémocratique, sans prendre en considération la parole et l'expérience des agriculteurs sur place. Je lis une des bulles tout de même. Dans le même temps, les villes, les grandes infrastructures comme les aéroports, les barrages et les zones industrielles grignotent près de 100 000 hectares de terre par an. Alors quand on dit 100 000 hectares, ça ne parle pas forcément, mais soit l'équivalent de 2 départements entre 1949 et 1959. En fait, ça modifie totalement le visage d'un pays. Et avec des conséquences sociologiques qu'on imagine. Quelles ont-elles été ces conséquences pour celles et ceux qui ont quitté leur terre? Est-ce qu'ils ont gardé une attache à leur région? Est-ce qu'ils ont vécu de manière traumatique cet épisode de l'histoire?
Alors, et des trajectoires très diverses, bien sûr, des gens qui sont allés en ville, d'autres qui sont restés aussi, mais qui sont sortis de l'agriculture, qui ont travaillé, par exemple, dans l'industrie agroalimentaire. Mais ce sur quoi on assiste, c'est vrai, c'est les conséquences. Alors, ces conséquences sociales, et notamment les conflits qu'il y a eu entre les gens. En fait, le remembrement a vraiment fracturé les communautés villageoises, si on veut, avec des familles, des voisins qui se sont opposés. Qui se sont opposés, qui se sont fâchés, et plus largement des conséquences psychosociales aussi, avec beaucoup de gens qui ont gardé des traumatismes des séquelles, de cette période-là. Et d'où c'est aussi le début de l'endettement des campagnes françaises. Et ça, c'est corrélé au suicide. Aujourd'hui, les agriculteurs sont la catégorie socio-professionnelle qui se suicide le plus, et c'est vraiment corrélé au fait que c'est la catégorie socio-professionnelle la plus endettée. Il y a une genèse et une origine à ce mal-être paysan aujourd'hui en France. Champ de bataille, l'histoire enfouie d'un remembrement. Inès Léraud, Pierre Van Hove, merci à tous les deux et merci à vous, Léandre Mandard, conseiller historique de cette BD, ce roman graphique, on peut dire aussi. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.